Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Là, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui à Vitry, là, au McVal, pour vous parler de ce... Ne pas vous parler, contrairement à ce que disait Guy, ne pas vous parler de ce que serait un monde sans matériaux. Alors, je dis bien ne pas vous parler, parce qu'un monde sans matériaux est inconcevable. Ce serait comme Paris sans la Tour Eiffel, comme Vitry, comme Metz sans Val, donc inconcevable. Alors, inconcevable, pourquoi? Parce que le monde est né avec la matière. En d'autres termes, avec le matériau. Le matériau n'étant que de la matière à laquelle l'homme a donné du sens. Donc c'est très très beau, mais ce n'est pas de moi, c'est de Goran. Et donc le monde est né avec le matériau. Alors l'origine du monde n'a absolument rien de courbé, comme on dit. Il avait plutôt quelque chose d'éclaté, c'est le Big Bang. Alors le vrai Big Bang est beaucoup plus brillant que le Big Bang d'Étienne Kreinbuhl. Il y a des facéties informatiques. Donc Kreinbuhl, que les McValiens connaissent bien, donc un Big Bang qui est inspiré des carillons chinois, donc beaucoup plus doux. Alors lors du Big Bang, comme vous le savez, de l'énergie, de la lumière s'est transformée en matière, comme E égale MC2 et les corollaires d'Einstein l'ont montré. Donc au moment du Big Bang, le matériau a accompagné, j'allais dire, la création du monde. Alors tout cela pour dire que le matériau, en fait, est né par nucléosynthèse dans les étoiles, dans les supernovas, et dans les bras de... Je vais peut-être descendre, quitte ma position de domination, dans les bras spiraux de galaxies, comme dans les bras de grand ours, on pourrait dire. Et donc ça, c'est la naissance des matériaux. Et ce qui est remarquable, c'est que même les plus petits des matériaux, donc les plus petits des objets, de quelques nanomètres de dimension, donc quelques millionièmes de millimètres, pardon, du père. Donc ces petits objets que l'on appelle les quantum dots ont aussi été créés par nucléosynthèse dans ces étoiles. Alors ici, que j'aurais pu vous dire, une animation qui ne passe pas, mais ce n'est pas grave. C'est direct. Ce que je voulais vous dire, c'est à partir du quantum dot. Est-ce que vous m'entendez bien malgré mes mouvements désordonnés? Je vais essayer de fixer tout. Donc le quantum dot, tous les matériaux, y compris les petits objets, comme je le disais, sont nés lors du Big Bang, dans les étoiles. Donc les matériaux, ce sont des poussières de lumière, des poussières d'étoiles. Le fer qu'on a, je ne devrais pas faire ça, le fer qu'on a dans le sang est aussi né dans les étoiles. Pour preuve, le fer se dit sidéron en grec, la même racine que sidéral, sidérurgie. Donc vraiment, tous les matériaux viennent du ciel. Et donc, là, je voulais poursuivre sur l'aspect étymologique. Une animation aurait montré que dans le mot matériau, vous pouvez retrouver mater, la racine mater. Et un étymologiste farfelu pourrait en déduire que le matériau a donné naissance au monde, qu'il a grandi et qu'il grandira avec l'évolution du monde, donc l'évolution humaine. Donc, chose que vous savez, traversant successivement l'âge de la pierre, l'âge du bronze, l'âge du fer, jusqu'à l'époque moderne, avec l'âge des plastiques, l'âge du silicium. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge des nanomatériaux. Alors, je ne résiste pas à essayer de vous montrer un exemple de nanomatériaux. Donc là, ça vient de sortir, c'est le cas de le dire. C'est le premier film nanométrique, donc, qui est sorti le 1er mai dernier, donc, qui a été mise en scène par les chercheurs d'IBM. Quand je dis mise en scène, c'est une mise en mouvement des atomes maîtrisés. Donc nous sommes dans l'âge des nanomatériaux. C'est une illustration pour entrer maintenant dans l'âge des matériaux issus de la biomimétique. Donc j'y reviendrai. Nous y sommes déjà. Donc le monde suit l'évolution des matériaux et les soubresauts du monde, si je puis dire, suivent les crises des matériaux.
Donc en particulier la crise de la sidérurgie qui continue encore, comme vous savez, avec la fermeture de Haut-Fourneau. Donc le monde est matériau et réciproquement. Et le monde, d'ailleurs, aurait mieux fait de s'appeler le matériau. Non pas plus de titre, hein, je pense, c'est pour gagner de la place. Là, au bas de cette une, vous voyez Je veux voir, hein, c'est l'un des derniers films de Catherine Deneuve. Alors on va essayer de voir là, pendant les 20-25 minutes qui me restent pourquoi le monde est matériau et pourquoi les matériaux représentent le monde. Enfin, je vais essayer. Alors pour moi, 3 raisons. Tout d'abord parce que les matériaux font réagir nos sens. Deuxième raison, parce qu'ils vivifient notre pensée. Et parce que les matériaux sont en phase avec la nature. 3 raisons. Alors les matériaux touchent au sens, hein, sans jeu de mots. Alors le toucher, c'est vraiment un sens, Jean-François Picard, d'ailleurs, qui est très en vogue actuellement. Il y a multiples expositions, des publications à tire-larigot. Donc moi, je ne retiendrai qu'une chose, ce sont les galeries tactiles dans les musées. Par exemple, à Beaubourg, hein, où vous pouvez tactilement admirer la femme au chapeau de Picasso. La vue. Alors Catherine Deneuve disait « Je veux voir » là, dans son film. Alors le problème, c'est que maintenant, il est de moins en moins mal vu d'être invisible, si je puis dire. Donc dans la fiction, là, depuis quelques temps, c'est Peter Brady chez Wells. Et pour les plus jeunes, y compris nous, Harry Potter et sa cape d'invisibilité, dans la droite ligne de Siegfried et les légendes allemandes popularisées par Vermeer. Et la fiction a rejoint la réalité, excusez-moi pour le cliché. Hein. Donc aujourd'hui, ce sont des capes auto-réfléchissantes au Japon. Alors là, techniquement parlant, c'est pas très évolué, mais c'est quand même impressionnant. Alors, plus impressionnant est le développement de ce que l'on appelle maintenant des métamatériaux, dont le rôle est de rendre invisibles les objets qu'ils recouvrent. Les métamatériaux, ici marron, rendant ces objets insensibles à la lumière qui éclaire ces objets, les métamatériaux étant eux-mêmes transparents à la lumière. Alors, juste pour vous montrer que ce n'est pas une utopie de chercheur, donc voilà, ce sont des résultats obtenus depuis quelques années déjà. Donc, à certaines lumières, on en est là aujourd'hui, certains matériaux font en sorte que ici, vous avez un train de micro-ondes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, rassurez-vous. Vous avez un cylindre, hein, donc l'objet en question, qui est enveloppé d'une cape d'invisibilité. Donc là, c'est vu de dessus, hein, donc d'un métamatériau, un autre cylindre, comme un manchon. Et ici, sans manchon. Et vous voyez que le train de micro-ondes, ayant une certaine fréquence de la lumière, n'est absolument pas modifié. Les raies sont insensibles au passage par l'objet du train, alors qu'ici, le train est fortement modifié. Donc aujourd'hui, on en est à rendre des objets invisibles à certains types de lumière, certaines longueurs d'onde. Et les chercheurs espèrent bien dans quelques années, à définir lequel, passer à la lumière visible. Louis, alors si je reste dans le domaine des matériaux privatifs, que l'on peut retenir ce que l'on appelle les poromatériaux parmi les matériaux dits nouveaux, hein, ce sont des matériaux très très poreux, jusqu'à 99% de porosité, très très bons pour l'isolation acoustique. Alors ce qui est remarquable dans ces matériaux, c'est que l'air au sein de ces matériaux pèse plus lourd que la structure métallique qui contient cet air. Donc ça c'est sur le modèle de la tour Eiffel, hein, avec le concept de légèreté géniale d'Eiffel. Hein. Vous savez que le cylindre qui entoure la tour Eiffel est plus lourd que la tour Eiffel elle-même, hein, c'est le genre de 10 tonnes. Donc ramené à l'échelle d'un pissenlit, ce type de matériau, bon, on peut servir à lui faire un petit chapeau, hein, sans déformation du support. Pour l'odorat, ou plutôt je devrais dire contre l'odorat, beaucoup de matériaux aujourd'hui sont chargés d'agents absorbants, ce qui permet de faire disparaître les odeurs, les mauvaises odeurs, comme dans la publicité. Donc dans les hangars agricoles, par exemple, ou parisianisme oblige,
sur les bretelles d'accès Porte des Lilas. Si vous l'empruntez, vous verrez un mur anti-odeur qui double le mur anti-bruit. Avec le Dora, on parle toujours du goût, ça va de pair, hein. Donc moi je ne mentionnerai que les nanomatériaux. Je disais qu'on était dans l'ère des nanomatériaux. Alors l'intérêt des nanomatériaux, là vous voyez des particules d'échelle nanométrique, et qu'elles ont beaucoup plus de... Ces particules ont beaucoup plus de goût que les aliments normaux, je dirais. Tout simplement parce que nos papilles gustatives, que vous voyez ici, vous les reconnaissez ici, vu leur dimension, sont d'autant plus sensibles que la matière avec laquelle elles sont en contact est petite. Donc le rêve ou le cauchemar, hein, c'est d'avoir des produits, des plats cuisinés industriels avec simplement quelques nanoparticules, le plat en lui-même ayant exactement le même goût que si vous preniez, je ne sais pas, une cuisse de gigot. Donc l'enjeu économique est énorme. Donc deuxième raison pour laquelle le monde des matériaux, la pensée, et pas uniquement parce qu'on pense avec nos sens, hein, comme le disait Paul Fort. Donc on pense, comme je le disais, que les matériaux vivifient notre pensée. Et de là, il est né une discipline qui s'appelle la matériosophie, dont le père est Ariel Kupfer, qui normalement devait être dans la salle, mais je ne la vois pas. Donc je n'en tiens pas beaucoup. Il est le spécialiste, donc s'il arrive sur ces entrefaites, le mieux c'est d'aller le rencontrer. C'est une discipline partiellement philosophique qui prône l'unification entre le règne animal, le règne végétal et le règne minéral, le matériau étant le trait d'union entre ces différents règnes. Donc en dehors d'aller rencontrer Ariel Kupfer, qui ne va pas tarder à arriver, j'en suis certain, vous pouvez aller admirer des œuvres au Collège des Bernardins à Paris jusqu'en juillet, publicité non payée, où vous verrez des œuvres qui illustrent parfaitement cette philosophie des matériaux. Et donc les matériaux nous font penser, vivifient nos pensées. Excusez-moi, je dois avoir quelques nanoparticules dans la gorge. Vivifient notre pensée jusqu'à nous faire penser que les matériaux pourraient y être sensibles à notre pensée. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais toujours est-il que certains ont essayé de le prouver, que les matériaux étaient sensibles à la pensée. Le plus connu est le japonais Emoto. On devrait parler plutôt de matériaux d'émotion plutôt que de matériaux d'émoto. Alors les matériaux, en l'occurrence, ce sont des cristaux de glace. Et Emoto a montré, a clamé que la cristallisation de la glace s'effectuait de manière beaucoup plus jolie si les bouteilles d'eau qu'elles avaient contenues étaient soumises à des pensées positives, plutôt que négatives. Vous voyez la différence. Donc ce sont des expériences qui ont été réalisées à l'échelle du Japon, du pays. Des millions de Japonais ont écrit sur leurs étiquettes de bouteilles d'eau des mots d'amour ou des mots de mort. Ensuite, Emoto a traité la glace issue de ces bouteilles d'eau et il a tiré ses résultats. Bon, une autre façon de faire, c'est de faire baigner l'eau, si je puis dire, dans une ambiance de musique baroque version Bach ou baroque version hard rock, et vous avez le même résultat. Alors, beaucoup ont crié à l'escroquerie scientifique, hein, si vous avez la mémoire de l'eau, si je puis dire, vous vous rappelez peut-être donc le protocole, comme on dit malencontreusement aujourd'hui, l'expérimental n'est pas des plus rigoureux. Mais enfin, toujours est-il que l'idée est belle. Donc, on pouvait parler d'escroquerie scientifique ou pour le moins d'illogisme. Moi, je dirais plutôt qu'illogisme, il vaudrait mieux parler d'illozoïsme. Alors, l'illozoïsme, comme vous le savez, c'est la théorie qui enseigne que le matériau est vivant. Alors, un bel exemple, c'est l'une des dernières installations de Peter Gisley, un architecte artiste canadien, qui, cette installation réagit avec le public et réciproquement, et au travers d'une forêt ici. Donc là, j'ai choisi celle-ci parce qu'une forêt nous rappelle que le matériau est en symbiose avec la nature. Comme je le disais tout à l'heure, peut-être changer de côté.
Alors la nature, aujourd'hui l'homme extrait de la nature et prend dans la nature pour en rester sa substance en fait. Je ne veux pas faire un couplet écologique, mais il prend dans la nature sa substance pour en rejeter des déchets. Donc ce qui est extraordinaire dans le mauvais sens du terme, ces déchets peuvent atteindre des proportions, donc ce sont des déchets plastiques. Là vous avez l'exemple d'un gire dans le Pacifique, au large de la Californie, dont la superficie peut atteindre 2-3 fois la France. Donc que se passe-t-il? L'albatros, quand il avale certains de ses déchets, il devient l'albatros. Et Baudelaire aujourd'hui n'écrirait plus cela. Autrefois c'était les ailes qui l'empêchaient de marcher, maintenant c'est son estomac. Donc en fait il vaut mieux parler de parasitose aujourd'hui plutôt que de symbiose avec la nature, hélas. Donc le monde commence de s'en rendre compte en fait, et de là est née la biomimétique. On y entre, comme je le disais tout à l'heure. Et un bel exemple de comportement biomiméticien, c'est pas si facile à dire, ça a été celui d'une personne qui s'appelait Georges de Mestral, qui s'appelle peut-être toujours, je ne sais pas, qui se baladait dans la campagne en Suisse, c'est pour ça lui il pouvait dire biomiméticien, c'est plus facile quand on va lentement. Et il s'est aperçu que les fleurs de Gardanne s'accrochaient bien sur son pantalon de velours et sur les poils de son chien. Alors le velcro était né, vous connaissez bien, faible comme velours et pro comme crochet. Donc ça c'est un très très bel exemple de ce qu'on appelle sérendipité. Donc la nature, je récapitule les trois raisons, l'essence, la pensée, la nature. Et en fait, si il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps, on voit exactement que c'est la même vocation qu'à l'art. Et donc quand il s'est agi de créer un nouveau pôle matériaux s'intéressant aux questions matériaux, donc il était tout à fait logique qu'il s'appuya sur les questions de matériaux posées par le domaine de l'art, généralement art et design. Et la fonction du matériau pôle a été de créer des ponts, j'aurais pu s'appeler le matériau pont d'ailleurs, entre le domaine industriel, le domaine de la recherche et développement, l'ingénierie, le domaine de l'art, des arts, avec toujours les institutionnels en tâche de fond des organismes. Donc, c'est pour ça que moi j'aime bien la dernière publicité CA, où elle mélange art graphique et industrie. Il fluide qu'à introduire le concept qui est celui, j'emploie des grands mots, excusez-moi, le concept d'enjoie lyrique, à développer cette nouvelle façon d'appréhender les matériaux et donc le monde de la musique. Donc je vais maintenant, pour illustrer le fait que le monde est matériaux, j'ai fait un petit couplet sur l'art, je vais plutôt prendre des exemples dans le domaine de l'art. Je veux dire, le lieu qui nous accueille m'y incite aussi, alors, évidemment en commençant par l'inévitable Joconde, qui a le mérite de toucher le grand public. Et là, la science des matériaux a trouvé une caisse de résonance absolument fantastique, notamment pour l'étude des fissures, craquelures. Alors, ce que Bobin appelait la calligraphie du temps, c'est joliment. Et on s'aperçoit que, selon l'endroit du tableau, sur la peau de Mona Lisa, les fissures suivent les fissures du peuplier qui supporte la peinture, parce que les couches de peinture sont assez minces, alors que dans le paysage ou dans le manteau, les couches sont plus épaisses et avec une peinture plus molle. Là, on retrouve un faciès type zone désertique ou lac de lave celui-ci. Donc, avec l'aide de l'analyse d'image et des résultats de sciences des matériaux, je passe là-dessus. En fait, pour caractériser tout cela, il suffit de savoir compter. Donc, je compte jusqu'à 100, c'est pour citer le titre du dernier livre d'Herbier Le Tellier, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à lire.
très, très savoureux. En spectrofluorescence pour analyser l'écriture picturale du tableau. Et donc le sfumato de Léonard n'a plus de secret maintenant, comme non plus de secret aujourd'hui, grâce à la science des matériaux, les célèbres blancs de Van Gogh. Alors les blancs qui étaient mélangés aux jaunes. Donc, Van Gogh est très connu pour ses blancs, ces tableaux très clairs, parce qu'il les rehaussait de jaune. Mais manque de chance, avec le temps, le vieillissement entraîne la dégradation des pigments jaunes qui sont quasi nanométriques. Et ça, c'est à cause de la présence de barium et de soufre, quand je passe dessus. Et donc, avec le temps, les tableaux s'obscurcissent, malheureusement. Et on peut penser que si Van Gogh avait connu le synchrotron de Grenoble, il aurait utilisé d'autres pigments. Enfin, ça, j'en sais rien, mais peut-être aurait-il utilisé le noir, comme Picasso l'a utilisé, pour éclaircir ses toiles. Enfin, le blanc et le jaune étaient des mauvais choix à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui. Et si Canova avait connu le laser, toujours apporté par les développements technologiques de la science des matériaux, probablement, peut-être, il aurait réalisé des formes encore plus complexes que celles qu'il a reproduites pour son amour étiché. Donc ça, ce sont des formes obtenues pour la réalisation de mousse par fabrication laser. Je n'ai pas mis l'échelle parce que l'échelle peut être n'importe quelle. Alors en fait, je pense qu'on passe souvent. Tout cela a été annoncé par Star Trek. Un document scientifique de base, l'école des mines, comme on dit. Enfin, surtout l'école des mines. Pour la production d'objets par des techniques que l'on appelle de fabrication rapide. Donc ça, c'était il y a quelques temps, ce qui ne me rajeunit pas. Mais aujourd'hui, donc la concrétisation actuelle de l'objet culte, bien sûr, de Star Trek, qui s'appelle le réplicateur, c'est ce que l'on appelle la fabrication rapide par laser, ou SLM, en bon français, fusion sélective par laser. C'est une vidéo. Donc le laser est ici, pas le temps, avec un renvoi de faisceau. Et la fabrication de l'objet, vous devez le savoir, consiste à reconstituer un objet, à le fabriquer strate par strate. Donc on a réalisé un lit de poudre avec une espèce de râteau, et le laser dont vous avez vu le faisceau vient faire fondre la matière, qui est de la poudre, la solidifier, donc figer la matière selon un motif qui constituera l'une des couches de l'objet. Donc on recommence cela un certain nombre de fois. Ça c'est la version longue, ça ne devrait pas être cette vidéo, ce n'est pas grave. Donc voilà, on succède, on fait se succéder un certain nombre de passages de laser sur différentes couches. Et le plus difficile de l'opération en fait est le nettoyage au pinceau. Voilà. Donc c'est une technique de fabrication rapide qui permet d'aboutir à des objets qui peuvent être extrêmement complexes, comme ceci. La limitation aujourd'hui est que les objets sont au maximum de 1 ou 2 mètres. Donc si on veut passer à des plus grandes dimensions, pourquoi pas dans 50 ans, mais aujourd'hui, bon, il faut recourir aux techniques classiques d'architecture, qui est le premier art répertorié dans les 10 arts qui comprend la classification de ce que j'en ai su. Et là aussi, on voit que le matériau inspire et a inspiré les architectes. C'est le fer pour l'atomium de Bruxelles, ou c'est le carbone sous sa forme fullerène pour le pavillon des USA à l'Expo internationale de Montréal en 1967. Et donc même son architecte Samuel Fuller a donné son nom à cette espèce de carbone. Donc là on pourrait parler de biomimétique esthétique, influence de la nature, des éléments, sur la construction d'objets utilitaires. On peut aussi parler de biomimétique fonctionnelle. Et donc ça c'est l'exemple de la fabrication, de la réalisation d'un immeuble sur le modèle d'une termitière pour améliorer la circulation à la fois des gens et de l'air ambiant.
Et le nec plus ultra étant de combiner ces deux aspects, esthétique et fonctionnel. Là, je vais gagner un temps fou parce que Jean-François en parle. Voilà, donc l'aspect esthétique, c'est le développement des boîtes de bouquinistes parisiens. C'est grâce aux matériaux pauvres qu'ils ont vu le jour. L'aspect esthétique, c'est le rappel de l'architecture des tours de Notre-Dame. Et l'aspect fonctionnel, c'est le choix des matériaux. Et en particulier, je dirais, essayer d'éviter le plastique pour pouvoir répondre à un meilleur vieillissement par rapport à l'atmosphère de la planète. Alors le plastique, je le mentionne parce que dans les arts plastiques, plus il y a de plastique, dans le sens du terme, plus il faut se faire de soucis. Donc là, il y a un programme de la communauté européenne là, qui vient de se terminer, copieusement garni, qui portait sur la préservation des œuvres de l'art contemporain, qui se dégradent avec le temps à cause de la présence de plastique et de polymère. C'est certain que bon nombre de ces œuvres, si rien n'est fait, ne seront plus bonnes qu'a ambitionné un prix de l'Académie des Arts. Vous connaître, le prix est remis tous les ans à Plouzac en Dordogne, sur le modèle de la cérémonie des Césars. C'est un petit peu moins de renommée, mais c'est important. La littérature, c'est le cinquième art, ou plutôt l'art poétique. Au-delà du vieillissement et de la durée de vie, il faut parler de la résistance mécanique des matériaux. Donc c'est vieux comme le monde, j'allais dire, ou vieux comme La Fontaine. Donc il suffit de regarder l'influence de la structure des matériaux. Donc là, il s'agit de la coupe d'un roseau, de la coupe du chêne. On comprend intuitivement pourquoi le roseau est beaucoup plus souple que le chêne. Le matériau idéal, dans ce cas-là, ce serait de réaliser une tresse de roseau. Donc c'est ce qu'avait fait Thor Heyerdahl pour son radeau Kon-Tiki quand il a voulu traverser le Pacifique. Et là, vous avez l'un des premiers composites naturels réalisés, qui est extrêmement solide. Donc le brave Jean, il a écrit cela, et il aurait pu continuer en composite bien plus costaud, et ils sont nous alors plus loin. Vous avez compris pourquoi j'essaie de faire un peu de science plutôt que de la poésie. Alors en musique, le quatrième art, la notion de composite intervient aussi de manière majeure pour la réalisation des bois. Donc, vous voyez l'alternance de veines claires et veines sombres qui correspondent à la croissance de l'arbre au printemps et en automne, et qui permet de faire varier la dureté du matériau et donc de conduire à une acoustique exceptionnelle, ou au moins très bonne. Et si on passe du quatrième art au septième art, je suis assez inquiet pour l'œuvre. J'espère que c'est la version tout court. J'espère que c'est une version tout court. Donc on peut se demander si Stanley Donen, Chantons sous la pluie, avait connu les nouvelles fibres hydrophobes. Probablement la chorégraphie de John Kelly aurait été changée. Vous savez tous aujourd'hui qu'on peut se baigner avec son costume et sans souffrir du tout, sans rendre une réception tout de suite après, sachant que l'eau glisse sur le textile comme sur les plumes d'un canard. Alors il s'agit d'un traitement de surface, là aussi publicité non payée, traitement de surface nanomètre. Alors on pourrait faire encore plus loin et encore mieux en réalisant un revêtement, mais là aussi je vais gagner du temps, je parlerai peut-être tout à l'heure, en réalisant un revêtement, un dépôt sur le tissu directement pour lui donner d'autres propriétés, y compris esthétiques. Là c'est de la céramique sur de la soie. Alors la haute couture, j'en ai parlé parce qu'on la présente maintenant comme le 11e art. Et si on dit que la haute couture est le 11e art, les défenseurs de la cuisine disent que la cuisine est le 12e art. Donc, voilà. Et là encore Star Trek, qui est la ville de Orange, a été pionnier dans le domaine grâce à son synthétiseur moléculaire. Alors, c'est pas qu'anecdotique, donc le fondateur, l'un des fondateurs historiques de Facebook, Peter Thiel, vient de fonder une société qui s'appelle Modern Meadow aux États-Unis.
et dont le but avoué est de pouvoir synthétiser de la nourriture. Alors d'une part en faisant appel à des techniques type impression 3D, comme je vous le montrais tout à l'heure, plus des techniques de synthèse moléculaire qui aujourd'hui ont déjà un beau succès en médecine régénérative. Donc c'est absolument pas utopique dans quelques années de voir le rêve, c'est pas un rêve, le rêve de ceux qui regardaient Star Trek, de pouvoir produire de la nourriture à l'envie. Donc avec en perspective évidemment la résolution de la fin dans le monde. La fin de la fin dans le monde, si je puis dire. Donc bientôt des Star Steaks. Donc aujourd'hui, Modern Meadow produit des steaks en résine, par impression 3D, ce qui n'est pas extraordinaire. Et donc maîtrise la technique pour composer un menu déjà, en apparence. Alors Star Steak ou Steak Star Star, vous blaguez comme ça. Et aujourd'hui, ils travaillent là-bas, sont financés par le ministère de l'Agriculture américain pour travailler sur la synthèse moléculaire, sur l'exemple de ce qui se fait en médecine, comme je le disais tout à l'heure. Alors la cuisine, aujourd'hui, le rêve, donc la fin de le monde, c'est vraiment un rêve, et plus prosaïquement, beaucoup dans le domaine de la cuisine ne rêvent qu'à la cuisine moléculaire. Je parle de moléculaire, mais plus prosaïquement, c'est Garbettis, Nicolas Curti, que je fais connaître, et je vais m'arrêter. Si tu m'autorises une minute. Bon, pas m'arrêter sur ce point-là. Voilà, alors l'intérêt, alors je vous montre ça, ça a un intérêt, c'est de souligner l'importance de la matière molle aujourd'hui, donc via, sous l'angle de la cuisine moléculaire. Je vais vous faire un petit couplet tout petit, bien sûr, sur la matière molle. Comme vous le savez, dans les plats Garbettis, c'est surtout recours à des gelées, des émulsions, etc., des yaourts. La chauve-souris qui est très prisée à Singapour. Alors, je vous en parle aussi aujourd'hui, parce que, comme vous le savez, l'année dernière était l'année de la chauve-souris. Ça peut peut-être échappé. Alors, l'intérêt de la chauve-souris dans toutes ces histoires-là, c'est que, comme la matière molle, la chauve-souris peut se présenter de deux façons différentes. Alors, dans vos souvenirs de poésie, vous vous rappelez peut-être le poème de Baïf, qui disait que la chauve-souris pouvait se présenter comme une souris ou comme un oiseau, selon qu'elle rencontrait une belette ou un chat huant pour ne pas être dévorée. Donc ça, c'est une belle astuce que l'on retrouve dans le domaine des matériaux, et c'est illustré par Gao. C'est la définition de la matière molle, c'est-à-dire la matière molle, selon l'exploitation que l'on veut en faire, elle se présentera soit sous forme liquide, soit sous forme solide. Donc le yaourt en est un bel exemple, solide, et si vous le remuez, il devient liquide. C'est une propriété majeure qui s'appelle la thixotropie, mais qui permet de répondre à beaucoup de problèmes matériels. Donc l'importance de la matière molle aujourd'hui, c'est vraiment là qu'est le maximum de R&D engagé, c'est d'essayer de savoir comment répond le corps humain à une sollicitation, quelle qu'elle soit. Donc c'est l'accidentologie qui a généré toutes ces études, mais qui sont encore balbutiantes. Donc c'est aller au-delà de savoir la résistance de la lèvre de Raoni, des oreilles des Daliaques. Il y a vraiment un enjeu capital. Et je terminerai par dire que le rêve de certains qui ne sont pas dans le domaine des matériaux est d'imaginer des matériaux virtuels. Donc là aussi, ça nous rapproche de l'art, savoir que les arts numériques constituent maintenant officiellement le 10e art. Bon, mais les gens des matériaux vous diront que ça c'est un rêve ou plutôt un cauchemar. Et comme le disait Picasso, jusqu'à preuve du contraire, le meilleur producteur de faux Picasso, c'est encore moi. Les meilleurs producteurs de matériaux, c'est encore les élaborateurs, donc les numériciens ont encore des soucis à ça. Mais tout cela, ça nous entraîne vers la fin du monde. Tout est la fin de mon exposé. À savoir le Big Crunch, c'est-à-dire au moment où du non-matériau rencontrera du matériau, la rencontre matière-antimatière, dont on parle assez souvent. Et du virtuel au non-matériau, il n'y a qu'un pas, c'est évident, mais pas dans le sens négatif, c'est de passer au non-matériau. Donc c'est le Big Crunch, je ne veux pas vous casser le moral, mais c'est pour dans quelques années quand même. D'ici là, le Matériopôle devrait travailler dur sur les questions matériaux, donc travailler dur pour le développement du monde, donc il faut être ambitieux.
Et moi, ce que je propose, c'est une prochaine matinale, que soit mise en place une conférence. Le titre serait « Que serait le monde sans le matériau pauvre ?» Donc d'ici là, on va essayer de travailler pour que la réponse ne soit pas ce que vous imaginez. Voilà, donc il faut être ambitieux. Jean-François est très ambitieux. Il va enchaîner, je pense, sur les aspects sensoriels et autres. Désolé si j'ai dépassé de je ne sais pas combien. On pourrait dire que j'ai cherché un pendule. Je cherchais à